Bonjour, bonjour. Alors, comme j'ai déjà eu ce genre d'expérience, je reprends un procédé que je vous propose tout de suite. Nous sommes en France, en Bourgogne, donc bonjour. Nous serions en Angleterre, on dirait, ou aux États-Unis, hello. Nous serions au Kenya, nous dirions jumbo. Et nous serions des chimpanzés, ce serait et maintenant vous êtes réveillés. Voilà. Alors. Pascal, Oui. on essaye de se faire bonjour. Comment ça? Eh bien, lorsque vous dites bonjour, tout le monde répond bonjour. Oui. On essaye de faire... et puis tout le monde répond. Juste une fois. Redites-leur bonjour, je suis sûr qu'ils vont vous répondre. Là j'ai le symptôme de mon rectus, c'est celui qui avait un gros truc au-dessus des yeux, là, ou syndrome Claude-Vougeot, je te suis pas. Essayez de leur dire bonjour en grand singe, je suis sûr qu'ils vont vous répondre en grand singe. Alors on y va, je le refais. Vous le faites vraiment, hein, tout Allez. le monde. Je le fais d'abord pour répéter. Hein. Vous commencez très bas, longue aspiration, vous faites... 1, 2, 3. C'est bien. Là, les autres fédérations vont savoir que pour les négociations, ça va être serré pour eux. Hein. Alors, je résume parce qu'il n'y avait pas les dames, mais évidemment, on ne va pas abandonner les dames, déjà qu'on les a oubliées pendant un siècle pour l'évolution de l'homme, donc on ne va pas continuer comme ça. Alors, résumé de ce que je racontais hier soir rapidement. En effet, nous sommes dans un monde qui change constamment, mais pas de manière régulière, avec des facteurs liés aux catastrophes dites naturelles. Alors là, il vaut mieux écouter les scientifiques quand ils vous disent comment les choses changent. Je ne vais pas faire comme ces imbéciles en Italie qui ont condamné des scientifiques parce qu'ils n'ont pas prévu le tremblement de terre des Abruzzes pour le journal de 20 heures. Quand on en arrive là, c'est que ça va mal dans une société. Hein. La Reine Rouge, c'est qu'en fait, nous coévoluons, et les tables rondes ont bien montré qu'effectivement, une entreprise n'évolue pas seule, et on l'a vu là dans le petit film, évidemment, une dame a dit, il faut que nous apprenions à travailler ensemble, et je vous rappelle que c'est un vrai problème en France, ce n'est pas moi qui le dis, ou pas que moi, c'est aussi dans le rapport gallois, nous avons pour des raisons culturelles beaucoup de difficultés à nous ouvrir et à collaborer avec les autres, il faut que ça change. Alors, les crises, c'est le mot qui vient tout le temps, les crises, on s'en passerait, je vous l'accorde, mais les crises font partie de l'évolution. Et ce que je vous disais hier, c'est qu'il y a des crises qui sont provoquées par des facteurs que nous ne maîtrisons pas, donc il faut faire avec. Hein, vous êtes un super tyrannosaure, vous avez vu Jurassic Park, personne ne vous embête. Hein, vous êtes les supercadors de l'époque, ça s'appelle d'ailleurs non pas le Jurassique mais le Crétacé, mais à Hollywood ils s'en foutent. Hein, et là, vous ramassez un météorite. Vous pouvez pleurer, faire ce que vous voulez, mais de toute façon, ça change le monde. Mais comme je vous ai dit, les oiseaux sont les descendants des dinosaures. L'autre raison pour laquelle il y a crise, ce sont nos activités. Et là, ce n'est pas facile à comprendre. Parce que notre société, mesdames et messieurs, et ça a été dit hier, est en train de changer de modèle. Ce n'est plus une crise, c'est une mutation, ça a été très bien dit. Et les mutations, eh bien, comme le disait Joseph Schumpeter, c'est des périodes de destruction créatrice, et il faut passer par là. Alors, évidemment, on voudrait bien que ça continue sur le modèle qui avait fonctionné. Et le modèle que nous avons eu, celui des 30 Glorieuses, dont a bénéficié tellement ma génération, c'est un modèle qui a marché. Mais ce n'est pas ça le problème. Un vrai darwinien, une vraie darwinienne, c'est quelqu'un qui se dit tous les matins, à partir de quand je suis capable de me dire que ce qui a fait mon succès fonctionnera pour demain. Or, les gens qui ont bénéficié de cette évolution extraordinaire depuis la Seconde Guerre mondiale, bien vous dire, attends, ça a marché. Oui, mais il n'est pas question de dire que c'est bien ou pas bien. Ça a été fait, il y a eu des avancées objectives, mais aujourd'hui, on atteint une limite. Pour quelle raison? Parce que dans l'évolution, les crises, ce ne sont pas des lois. Quand on est physicien, si je prends ce petit objet et que je le lâche, je rassure la régie, je ne le lâche pas, mais vous savez ce qui va se passer, les masses s'attirent. Ça s'appelle une loi de gravitation universelle. Partout où il y a des masses en présence, vous vérifiez cette loi qui contient ses causes et ses effets. Or, dans l'évolution comme dans l'histoire, il n'y a pas de loi.
Ce sont des lois des cycles en économie, ou les lois de l'histoire, ou les lois du développement dans les théories de l'évolution. En fait, ce sont des interprétations qui donnent de l'intelligence à ce qui s'est passé, mais qui ne vous disent pas comment ça se passe. Et c'est là que c'est complètement différent. Et donc, vous allez comprendre la différence, justement, entre loi et mécanisme. Dès qu'il y a des masses, elles agissent constamment pour s'attirer, mais les mécanismes, non. Donc, c'était là qu'on a été interrompu hier, malheureusement pour notre ami, j'espère qu'il va mieux. Vous êtes dans la forêt tropicale. Cette année-là, les arbres produisent plein de fruits. Vous allez faire un petit tour du côté du Kenya, justement, ou de la Tanzanie, et là, vous voyez les chimpanzés, les babouins, les macaques, non, les macaques c'est en Asie, pardon, les cercocèbes et les cercopithèques, que vous ne connaissez pas de toute façon, qui mangent les mêmes fruits. Alors vous arrivez là, vous dites, hey, c'est quoi l'adaptation? Parce qu'un chimpanzé, c'est pas un babouin, c'est pas un cercocèbe, c'est pas un cercopithèque. Donc tout le monde mange. Puis ça va bien. Donc les années suivantes, on se reproduit, vous avez plus de chimpanzés, plus de babouins, de cercocèbes et de cercopithèques. Simplement, les arbres, ils arrivent à la limite des possibilités. Comme disent les Belges, on ne sait plus faire une fois. Et là, du coup, comprenez-moi bien, votre succès a fait que vous avez des populations plus nombreuses, vous avez pris des parts de marché plus grandes, mais au bout d'un moment, ça sature. Et donc, vous allez être les acteurs de votre propre crise. Ce n'est pas du moralisme, c'est comme ça. Et si vous n'avez pas anticipé le fait que vous allez vous-même changer l'environnement, eh bien, vous risquez d'avoir des difficultés. Et si vous vous réfugiez sur vos points forts, parce que vous n'allez pas mourir de vos points faibles, parce que quand on a des problèmes, on est obligé de changer, et quand ça va bien, justement, on lève sa vigilance. Et c'est le syndrome Kodak. Kodak, je le rappelle, il y a 20 ans, c'est 92 usines dans le monde. 92 usines dans le monde. Ils ont les brevets pour le numérique, mais ils disent, on tient ACFA, on tient Fuji, on ne bouge pas. Ils n'ont pas vu arriver l'innovation de rupture, qui est le numérique. Donc attention, comme je vous le disais, c'est plus facile de comprendre pourquoi on a échoué que pourquoi on a réussi. Et quand je rencontre des managers, et là ça va faire mal, ils me disent, tu sais Pascal, ça allait bien ces dernières années, on a super bien managé, on a été des cadors, sauf que là on a un problème. Je dis, attends mon coco, si l'environnement est porteur, s'il y a plein de fruits, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en tant que manager, vous aurez du succès. Les bons managers, c'est les périodes de crise. Quand ça va bien, tout le monde est bon. Ben ouais. Donc, et à partir de là, en effet, quand vous avez du succès, et c'est la période que nous quittons, et puis nous, on a du mal, surtout les gens de ma génération. Attendez, ça me rappelle d'ailleurs une très belle émission sur France Inter avec Patrice Gélinet qui s'appelait, et qui continue avec 2000 ans d'histoire, mais c'est lui qui l'a succédé, il est de France Culture, il est très chiant, enfin bref, bon. Donc je préférais Patrick Gélinet, et là, ça m'a marqué tout le temps, cette phrase. Et elle est très belle. Il y avait un historien qui parlait des années yéyé. Vous vous rendez compte, à cette époque-là, au Golfe de Rouault, donc à Paris, années 60, les Beatles ont fait la première partie de Sylvie Vartan. Si c'est pas de la préhistoire, ça. Et là, il dit cette phrase, mais vraiment, gardez-la en tête, cette phrase. Il dit, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui dansaient au Golfe de Rouault ne savaient pas encore qu'ils allaient être la première génération qui n'allait pas connaître la guerre. Et donc les gens de ma génération ont connu 50 ans de progrès, sans crise, pas de catastrophe naturelle, pas d'épidémie, le sida c'est pour les plus jeunes, et aucun événement catastrophique. Donc, nous ne savons pas ce qu'est une crise. Et dans une crise, il y a deux aspects. D'abord, analyser objectivement les facteurs qui font qu'une situation qu'on connaissait nous pose des difficultés. Et deuxièmement, la représentation de la crise. Nous surreprésentons la crise. Et comme le dit mon ami Michel Godet, qui citait une expression de grands-parents qu'on a tous connue, le problème de votre génération, c'est que vous pleurez la bouche pleine. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, bien sûr, il y en a plein. Mais attention, il faut se retrousser les manches et il ne faut pas se complaindre, dire que c'était mieux avant. Parce qu'en fait, on est vachement conservateur. Les gens vous disent, on a toujours fait comme ça. Mon œil, tiens. En plus, je serais au chômage si c'était le cas. Vous savez qu'on est vachement conservateur. Vous avez remarqué pourquoi nous descendons et montons toujours à gauche d'un avion? Si vous êtes passé à droite, c'est que vous étiez naufragé. Vous ne seriez pas là. Pourquoi nous montons et descendons à gauche d'un avion? Pourquoi Airbus qui demande avec l'A380 qu'on puisse embarquer, désembarquer à gauche et à droite? Il y a des portes à droite. Parce qu'il y a 100 ans, mesdames et messieurs, les premiers pilotes de chasse étaient des cavaliers.
Donc parce que des mecs se foutaient sur la gueule à coups de sabre il y a 100 ans, et qui montaient à gauche d'un avion comme on monte à gauche d'un cheval, on ne peut pas sortir d'un Airbus 380 à droite. Donc quand les gens disent... Donc en fait, il faut bien vous compreniez, nous vivons sur les adaptations du passé. Le vrai enjeu évolutionniste, adaptatif, et positiver, c'est ça. Positiver, c'est pas dire le monde il va être beau demain. Le monde, je conclurai là-dessus, nous va présenter des aspects auxquels on ne s'attend pas, bien évidemment, même si on essaie de les comprendre. Mais positiver, c'est pas se réfugier dans le passé, c'est être actif, et je vais vous donner des petites solutions darwiniennes. Autre exemple. Pourquoi les lettres sur les claviers d'ordinateur sont disposées de manière complètement, non pas anarchique, mais anti-ergonomique? Ben, c'était fait exprès, parce que quand on invente la dactylographie mécanique, d'abord, première question, métier d'homme ou de femme? Il se trouve qu'à l'époque, dans toutes les maisons, il y avait un piano. Et le piano, c'est le premier instrument de musique de masse, pas parce qu'il est lourd, mais dans toutes les maisons. Et là, c'est ce qu'on appelle dans l'évolution une exaptation, c'est-à-dire une adaptation dans un domaine que vous déplacez dans un autre. Alors, mesdames, nous les hommes, on est très doués pour vous trouver des exaptations. Les filles, elles sont bonnes au piano, paf, clavier. D'un clavier à l'autre. Mais elles vont trop vite. Donc, les branches se croisent. Donc, c'est pour ça qu'on a distribué les lettres les plus fréquentes de l'alphabet de manière à ralentir les dactylos, mais ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, on pourrait le changer, on ne le fait pas. Mais alors, c'est pareil, on a fait le coup avec les chimpanzés. Ils rentrent dans la salle, là, comme ça, et puis ils vont dans le coin où est Jérôme. Et les douches à 110 se déclenchent. Or, les chimpanzés n'aiment pas l'eau, et ils sont intelligents. Donc, ils ne vont plus dans le coin. Vous enlevez 2 chimpanzés qui connaissent l'histoire, vous en mettez 2 naïfs. Pas idiots, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Première chose qu'ils font, ils vont là où est Jérôme. Et les autres leur tombent dessus. Et comme ce n'est pas de la pédagogie d'Olto, ils comprennent du premier coup. Petit à petit, vous enlevez tous les chimpanzés qu'ils connaissent, et vous avez créé un tabou. Et au bout d'un moment, les autres ne savent même plus pourquoi ils n'y vont pas. De toute façon, mais ils savent que si on y va, on se prend raclée, donc on n'y va plus. Donc c'est une bonne adaptation au départ. Mais sachez que vous-même, par vos actions, vous changez l'environnement. On ne fait pas que le subir. Et en changeant l'environnement, peut-être que vous avez à nouveau des sources d'innovation dans ce coin-là. Ce n'est pas revenir en arrière, c'est toujours se reposer la question des acquis. Hein, qu'on se réfugie dans le passé des acquis, on est mort. En plus, c'est un préhistorien qui vous le dit. Donc on avait vu ça, ces histoires des obstacles, la manière de penser le monde, hein, je vous l'ai dit, affecte énormément nos cultures, font que nous sommes capables ou pas de développer donc des innovations. Et donc j'avais évoqué le premier modèle de l'innovation qui est la marque, c'est celui qui nous parle le mieux parce que ce sont nos métiers, c'est notre façon de faire, c'est-à-dire essayer de s'adapter de manière consciente, ce qu'on appelle la créativité, mobiliser les hommes, les femmes, leur inventivité pour justement trouver des solutions. Et donc ça c'est la parabole de la girafe, hein, qui allonge son cou, hein, il trouve de nouvelles solutions pour manger, mais attention, ça peut donner des interprétations, on l'avait vu, assez stupide, et là, je ne l'ai pas fait hier, mais comme on est en Dijon, je ne peux pas m'en dépêcher. Hein, vous savez, quelqu'un avait dit, je crois que c'est saint Thomas d'Aquin, Dieu a inventé l'université et le diable les collègues. Donc je vous parle d'un collègue. C'est un monsieur qui est à Dijon, j'ai beaucoup de respect, monsieur Jean Chaline, spécialiste des rongeurs, et il s'est mêlé d'évolution de l'homme, donc des souris et des hommes, et là ça ne va pas. Et du coup, c'est l'histoire du Gugus, là, qui est à droite, qui va arriver dans la savane. On a tous appris ça à l'école. Hein. J'ai mis 10 ans à sortir ça des programmes scolaires. Donc, vous voyez, le gars, il est là, grande hésitation dans l'évolution, la forêt dans le dos, la savane devant lui. Et ça me rappelle Pierre Dac qui disait, humoriste fossile pour les plus jeunes, Pierre Dac qui disait, cet homme a l'avenir dans lui, mais s'il se retourne, il l'aura dans le dos. Et le gars, 6 millions d'années, dans sa tête de pré-australopithèque, je me redresse, j'aurais l'air d'un homme. Alors, plus fort, mon ami Chaline, là, il dit, ouais, mais qui va innover? Ça ne peut pas être une femelle. Donc forcément, c'est le mâle dominant. Et toutes les femelles, oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce gars-là. Et avant toutes se reproduire avec lui. Bon, il n'y a que les mecs pour croire ça. Hein. Donc, bref. Donc, attention au délire. Ouais, mais attendez, parce que ça évoque nos mythes de l'échelle naturelle des espèces, et bien de ce coup, on perd notre vigilance. Hein. Attention. Alors là, on en était là hier, et justement, ça a été dit plusieurs fois dans les tables rondes, nous sommes en train de vivre un changement de société. Et un changement de société, ça ne sera pas les entrepreneurs tout seuls, ça ne sera pas les universitaires tout seuls, ça ne sera pas les politiques tout seuls, ça sera tout le monde.
Un changement de société, c'est ce qu'on appelle en science un changement de paradigme. Il faut que ça passe aussi avec les artistes, ça passe par le cinéma. C'est l'ensemble des représentations partagées qui est en train de muter. Et là, vous avez les gens en bas à droite qui ont fait le monde dans lequel nous sommes. Et c'est très peu connu en France. C'est le Club de la Lune. Alors, rien à voir avec Elisabeth Tessier. Des fois, il y a des lapsus. Je me rappelle François Mitterrand, il arrive à l'Agence spatiale européenne et il dit qu'il faut développer le programme spatial et l'astrologie. Non, c'est plutôt l'astronomie, mais pensez aux hémisphères d'Elisabeth Tessier, donc voilà. Et là, dans le Club de la Lune, parce qu'ils se réunissent il y a 230 ans à la pleine Lune, vous avez, allez, accrochez-vous, monsieur Erasmus Darwin, le grand-père de Charles, qui invite le plus artésien, grand médecin, vous avez en bas à gauche. Vous avez Adam Smith, vous avez Benjamin Franklin, vous avez Jefferson, la Constitution américaine vient de là, alors qu'on est en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. Vous avez Matthew Boulton, James Watt. Ces gens-là créent la révolution industrielle. Mais en plus de ça, vous allez comprendre que ce n'est pas nouveau avec la RSE. Ils ont un engagement éthique, parce qu'ils savent très bien qu'une révolution industrielle, ça se fait aussi avec la société et ses valeurs. Et ces gens-là, ils ont compris que dans une société, quand on exploite un groupe humain, cette société cesse d'innover. Donc, ils vont militer, et ils vont faire abolir l'esclavagisme dans l'Empire anglais. Mais plus loin, mesdames, vous avez le groupe qui, le premier, met en place une véritable stratégie politique, philosophie, pour que les jeunes filles soient éduquées comme les garçons. Et ouais, c'est eux. C'est ça. Et on a perdu quand même pas mal de temps, me semble-t-il. Donc on voit bien, il y a des philosophes aussi, il y a Hobbes, etc. C'est un groupe extrêmement actif qu'on appelle The Lunar Society, qui a repris l'activité récemment. Donc, effectivement, s'il y avait une justification, hormis la sympathie d'Olivier et de Jacques, à être ici, à inviter des gens comme moi, c'est ça. Nous devons travailler ensemble sur ce changement de paradigme. Moi, je me nourris de vous, je me nourris de vos exemples, et j'espère que vous apporterez des éléments d'appréhension, de compréhension. Le rôle universitaire, c'est de prendre des éléments que vous vivez, que vous connaissez, vos métiers, vous n'avez pas besoin de moi, mais lorsque ça change, nous, notre rôle, si on le fait bien, c'est de prendre ces éléments et de vous le restituer de telle manière que vous puissiez l'appréhender et le mettre plus en œuvre. Voilà, comme ça s'appelle la diversité des compétences. Alors, hier, Madame Florence Méot parlait, vous savez, de l'innovation avec ces appareils qui sèchent les mains. Alors, je vous donner un exemple, parce qu'une des entreprises qui fait ça, c'est Dyson. Et je me retrouve au journal de l'innovation sur BFM. Et là, il y a une jeune femme qui présente l'entreprise Dyson. Alors, je précise pour les mecs, c'est des aspirateurs sans sac. Et alors, elle explique, ouais, on est en Angleterre, et les femmes du nord de l'Angleterre, de l'Europe, elles sont beaucoup plus douées pour faire travailler les hommes dans les tâches ménagères que dans le sud. Et là, mesdames, un homme qui commence à faire des tâches ménagères innove rapidement. Je me souviens, vous avez entendu nos pères, nos oncles, etc. dire « Non, la vaisselle, c'est pas long. » Évidemment, elle ne la faisait pas. Mais le jour où ils la font, le lendemain, la vaisselle est dans la cuisine. Pour les banquiers, là, vous regardez la répartition de toutes les tâches. Vous prenez tout, le chien, le bébé, les courses, la pelouse, le transport, le boulot, etc., entre les hommes et les femmes. Dans le nord de l'Europe, c'est à égalité. Plus on descend, plus c'est en défaveur des femmes. Et vous savez quoi ? C'est corrélé à la dette. Et ils ne vont pas s'en sortir, les Grecs. C'est foutu. Bon. Alors, ces gens-là, ils sont dans le progrès. Tiens, les handicapés, dans vos métiers, embaucher des handicapés, vous dire, attends, vu nos boulots, il y a des risques objectifs, etc. Je rappelle, c'était évoqué hier, mais que quand M. Gustave Eiffel construit la tour Eiffel, un seul mort, et encore, c'était dans un truc complètement idiot qui n'était pas directement lié à la construction. Et là, vous avez en bas M. Matthew Boulton, il est en haut, pardon, et en bas à gauche, vous l'aviez reconnu, c'est Joseph Wedgwood. C'est l'inventeur du marketing. Ce gars-là, c'est le 9e enfant d'une famille de potiers, pas riche. Il attrape une vilaine variole, il se fait amputer de la jambe droite, et quand vous êtes potier, avec une jambe en moins, c'est pas gagné avec le pédalier. Donc quand on est handicapé, on innove. Et ça sera la première manufacture mécanisée au monde, les fameuses faïences Wedgwood. Et là, il demande à ses amis Boulton et Watt, James Watt, de construire les premières machines mécanisées. Donc embaucher des handicapés, ils innovent.
mais leur faites pas faire ce que font les non-handicapés. Dans la fédération du sport en entreprise, ils me disent « Tu sais Pascal, on a un problème. À la brasse, s'il y en a un qui a un bras plus court que l'autre, on arrête le chronomètre au moment où les deux mains touchent. » Et je dis « Arrêtez les mecs, vous changez le règlement, mais où sont les handicapés ?» Utiliser les différences, hein. Donc quand même, c'est aberrant. Ça fait même marrer les singes quand ils nous voient. Bon. Alors la sélection naturelle. Alors ça, Darwin, il comprend comment vient l'innovation. La sélection naturelle, mesdames et messieurs, ça n'a jamais été la loi du plus fort. Ça n'a jamais été « je suis un grand mâle, je casse la figure aux autres mâles et je récupère les femelles ». Ce qui voudrait dire que dans une équipe de rugby, seuls les piliers se reproduisent. Vous pouvez demander aux dames qui sont là, elles ont repéré les trois quarts et les arrières. Enfin. Non, la sélection naturelle, ça joue sur la différence. Et ça, c'est important pour vous. La différence, Darwin a compris, et c'est la philosophie positive de la différence, et c'est Darwin, il dit chaque différence est une potentialité pour l'innovation. Chaque différence est une potentialité pour l'innovation. Chaque entreprise ici, chaque homme, chaque femme dans vos entreprises, dans sa différence, est une potentialité qui peut participer à l'adaptation à venir. Et ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du bisounours, j'ai entendu plusieurs fois, c'est comme ça que ça marche. Donc, premier temps, variation. Faire de la variation. Deuxième temps, sélectionner. Troisième temps, développer. Et là, je vous donne un exemple, c'est l'entreprise Pixar. Pixar qui fait ces merveilleux films d'innovation. Donc, ils avaient un grand succès avec Toy Story. Donc, après Toy Story 2. Donc, vous voyez, on déploie donc le coup de la girafe. C'est-à-dire, on va prolonger une innovation qui a déjà fonctionné. Mais ils travaillent à la Darwin, sans l'avoir lu. Ils mettent les hommes et les femmes dans une grande salle. Alors, avec le café dégueulasse et les donuts trop secs, c'est pas comme ici. Donc là, vous innovez dardard. Et là, il y en a un qui lâche. Tiens, je pense à une maison qui s'envole avec des ballons. Personne ne lui a dit, attends Coco, t'as fumé la moquette. Il note. Parce que chez Darwin, chers amis, il n'y a aucune idée qui est bonne ou mauvaise en soi. Aucune idée, aucune variation n'est bonne ou mauvaise en soi. C'est dans le deuxième temps de la sélection que là, vous allez le faire. Donc, ils notent, ils ne prennent pas cette idée-là. Et quelques années plus tard, ils regardent les notes et ils disent « Ah, ton histoire de maison avec des ballons, c'est quand même une super idée. » Et c'est devenu ce merveilleux film qui s'appelle « Là-haut ». Et c'est ce que font vos gènes. Vos gènes mutent, se recombinent, se mélangent quand on fait l'amour, et ils s'en foutent de vous. Ils ne font que de la variation. Et moins vous aurez de variation, moins vous aurez de chances de répondre à des enjeux inattendus. Et quand je lis dans les Échos, parce que maintenant je suis chroniqueur pour les Échos, l'angoisse du manager face à un avenir qui n'est pas certain, qu'on ne peut pas voir, pareil pour les politiques d'ailleurs. Eh oh, on est dans un monde normal. Sauf la période exceptionnelle qu'on a connue depuis la révolution industrielle, avec le déploiement de l'Occident, avec son génie, nos forces, on a fait des erreurs, mais on a fait de belles choses aussi. Sauf que là, aujourd'hui, on est dans une période de crise, on atteint les limites, M. Malthus revient, qu'on le veuille ou non, et là, il va falloir qu'on repense nos modèles. Eh bien, justement, c'est ça qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, je dis aux grandes entreprises par exemple, imaginez tous les brevets, toutes les idées que vous n'avez pas mises en œuvre. Alors un jour, je raconte ça avec une grosse boîte, mais je ne peux pas la citer, ils disent « Ouais, mais c'est nos brevets, nous !» Vous savez, comme le gamin, « Non, c'est à moi !» Je dis « Mais t'en as fait quoi ?»« Ouais, c'est à nous !» Mais je sais, j'ai compris, quoi. « Mais qu'est-ce que t'en fous de tes brevets ?»« Bah rien. » Mais j'ai dit « Donne aux entreprises. Ça s'appelle de la coopétition. Ça s'appelle de la coévolution. Et c'est ce que fait le CEA maintenant. Le CEA, ce sont des trésors d'idées de brevets qui n'ont pas été utilisés. Et donc, quand on est darwinien, ce n'est pas de se dire que mon idée est bonne ou pas bonne d'un coup, on s'en fiche. Mais souvent, alors c'est peut-être moins dans vos domaines, mais quand on est dans le domaine de l'industrie, de l'innovation technologique, il faut installer ce temps de la variation. Faire en sorte que nos collaborateurs, collaboratrices, et nous dans la recherche, c'est ce qu'on fait, c'est qu'ils produisent des idées, et ensuite on sélectionne, et ensuite on développe. Et ce sont 3 temps différents du management. Premier temps du management, c'est comme disait Moreno, la théorie du bordel ambiant, pardonnez-moi, c'est-à-dire on fait la variation, c'est du management de laisser faire, laissons exprimer des capacités qu'on ignorait chez nos collaborateurs. Deuxième temps, on sélectionne, donc c'est un management de type plus démocratique, de type projet, et troisièmement, on développe. Et là, vous jouez sur les diversités, et c'est ce qu'ils font au CEA maintenant. Et nous, les chercheurs d'université, on est nettement meilleurs pour faire de la variation. On est formés pour ça, sauf qu'on est un peu bordélique. Donc derrière, prenez les ingénieurs des grandes écoles, qui eux sont absolument remarquables pour développer. Qui est meilleur?
Personne. Jouer sur les diversités. Jouer sur les diversités. C'est ça, le secret de l'évolution. Alors, vous voyez, les 3 temps de l'innovation darwinienne, c'est variation, sélection, développement, Lamarck et Charles Darwin. Et nous sommes très bien éduqués sur une culture d'ingénieurs. Alors, on a un vrai problème en France. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'était dans mon bouquin, ça a été repris dans le rapport gallois. Nous sommes très bons pour faire de la variation, mais nous sommes très mauvais pour la sélection. Mais par contre, pour le développement, après, on est bon à nouveau. Et ça, c'est le problème en France de la culture entrepreneuriale. La France est un système universitaire comme l'Allemagne qui forme nos jeunes, les femmes et les hommes, à développer un système qui existe déjà. Nous formons nos élites, entre guillemets, je n'aime pas le terme, à prolonger, améliorer un système qui existe déjà. Et là, on est très bon. Par contre, on est très mauvais pour faire émerger de nouvelles filières, notamment pourquoi nous n'avons pas Facebook, Google, Intel, Gentech en France et en Europe continentale. Les Allemands ne sont pas meilleurs que nous là-dessus. Parce que nous ne sommes pas darwiniens, parce que nous n'avons pas de culture essai-erreur. Un entrepreneur en France qui se plante, et si ce n'est pas de sa faute, vous savez ce que ça veut dire. Aux États-Unis, si vous n'êtes pas planté, vous n'êtes pas un entrepreneur. Vu ? Donc c'est vraiment un problème de culture. Et là, à gauche et à droite, ils sont pareils. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de culture. C'est ça qui m'intéresse. Donc nous n'avons pas de culture entrepreneuriale. Au sens de Schumpeter, on essaye et on s'engage. Nous, on forme des managers, et on en a besoin, des gestionnaires. Ils sont excellents pour nos grandes entreprises. Et je rappelle qu'on est tellement bons en France que sur les 500 premières entreprises du monde, 47 sont françaises. Nos éléphants vont extrêmement bien. Mais après, c'est les PME, PMI, TPE, etc. Et on a un vrai problème. Où sont les buffles ? L'écologie entrepreneuriale française est la conséquence d'un système où, si tu crées ta boîte, c'est que tu as été nul pour faire normal sup ou centrale, comme si c'était la solution de secours. Et ce qui fait que, à gauche comme à droite, les entreprises sortent du périmètre. D'où cette idée stupide des pigeons de taxer la transmission des entreprises. Et je vais vous dire une chose, ils ne savent même pas où vous existez. Ils ne savent même pas qui vous êtes. Tout l'enseignement des théories économiques depuis 130 ans, même 200 ans de Adam Smith, ne tiennent jamais compte des entreprises. Or, dans le mouvement des pigeons, comme vous le savez, qui a réagi contre cela, et ce n'est pas encore gagné, je rappelle que vous allez sur le site de la Commission européenne, 80% des emplois créés depuis 10 ans, c'est les PME, PMI. Et même les Français l'ont intégré, puisque dans une enquête des Échos, de plus en plus, les Français font confiance aux entrepreneurs. Et ça ne passe pas dans les discours politiques, ça ne passe pas dans les discours officiels, etc., ni à l'université. Il y a quand même un décalage énorme entre les deux. Alors, vous voulez un bon exemple de cela ? Eh bien, dans 2 mois, vont sortir le classement des grandes entreprises dans lesquelles nos meilleurs étudiants et étudiantes veulent faire carrière. Nous formons nos étudiants et étudiantes à faire carrière dans une structure qui existe déjà, grandes entreprises, banques, administrations. On en a besoin, bien sûr, ce n'est pas contre cela. Mais après ça, rien. Alors qu'aux États-Unis, je vous conseille de regarder le film Social Network à propos de Zuckerberg et de Facebook. Il y a une scène dans le bureau du directeur de Harvard, le président, pardon, qui dit « Ici, la majorité des étudiants est en train de créer son job. » Et nos étudiants sont très bons à l'étranger. Les étudiants français sont très... Donc le problème n'est pas là. Le problème est l'orientation que nous leur donnons, c'est-à-dire les incitations. Alors c'est en train de changer, je vous l'accorde, mais trop lentement. Et récemment, j'ai accompagné, je fais des trucs avec le groupe Thales. Alors innovation, ils connaissent, je peux vous dire. Et le directeur de la recherche chez Thales, il me dit, tiens, je me retrouve dans la Silicon Valley, et je rencontre un gars qui est spécialisé dans le capital risque. Alors à l'américaine, oh yeah, you get fine, yeah, French buy, good vin, bon, l'américain standard, moyen, jovial, sympa. Et il lui demande, ça marche votre business? Oh non, le mec il s'est planté 4 fois. Il est toujours hilar. Il dit, attendez, vous avez engagé des fonds, vous avez des investisseurs, vous êtes planté 4 fois. Il dit, ouais. Et ça va bien? Il dit, ouais. Mais vos investisseurs, il dit, c'est pas le problème. Il faut essayer. Ils savent que je vais finir par trouver la perle rare. C'est-à-dire que nous, on va voir un banquier, pardon, mais pas la banque du BTP. Hein. On va voir un banquier. D'abord, il ne regarde pas votre projet, il regarde votre patrimoine. Un banquier américain regarde le patrimoine que vous allez développer. Vous voyez ? Et c'est une question de culture. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, relisez Balzac, etc. La banque, chez nous, ça a toujours été la rente et moins la créativité. Ça peut changer, sauf qu'ils sont éduqués comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez la différence entre Lamarck et Darwin, c'est que nous, on s'est développé des filières qui existent déjà, puisque chez Darwin, ça joue sur la variation. Quand la couronne des arbres devient plus haute,
Eh bien, s'il n'y a pas de girafe qui, dans la variation de la longueur du cou, n'avait pas le cou assez long, l'espèce disparaît. Et c'est votre problème, c'est que vous êtes dans un monde darwinien face à des structures d'État, dont on a besoin une fois de plus, qui sont, elles, d'essence lamarckienne. Donc, vous voyez, le discours, difficile à passer. Alors, donc l'entreprise darwinienne, c'est ça, donc c'est diversité, organisation, environnement, donc, et c'est jouer sur toutes les formes d'adaptation. Alors, le problème, c'est que quand on a une petite boîte, c'est beaucoup plus facile, quand on est moins nombreux, d'innover. Par contre, quand les structures deviennent très grandes, elles deviennent plus dans l'innovation incrémentale. Alors, vous allez me dire, c'est l'un ou c'est l'autre? Non. Une fois de plus, jouons la diversité. Il y a des très grands groupes dans votre domaine, il y a beaucoup de petites entreprises. Le problème, c'est comment travailler ensemble. C'est des modèles de l'innovation que nous, on connaît bien dans les théories de l'évolution et qu'on a aujourd'hui dans la pharmacologie. Dans la pharmacologie, ils ont des difficultés parce que le développement qu'ils ont connu ces dernières années avec de grosses molécules, ils savent très bien que c'est fini. Ils vont peut-être trouver des choses géniales, mais ils savent très bien que ce modèle est fini. D'ailleurs, j'étais devant le groupe Pfizer récemment, un bon exemple d'innovation, le Viagra. Ça fait pas rire tout le monde. Hein. Bon. Et là, en fait, c'était une recherche qui était menée pour le cœur. Donc, problème cardiaque. Bon, les hommes, évidemment, sont plus soumis à cela. Et puis, ils font des tests, et puis ils ont des cohortes de personnes donc, avec lesquelles ils testent le médicament. Puis ils s'aperçoivent que c'est bizarre, que notamment les hommes se disent on veut continuer les essais. Ils sont aperçus que le sang n'était pas au même endroit. Et c'est comme ça que, voilà, un exemple d'innovation par sérendipité, c'est-à-dire quelque chose d'annexe, et quelqu'un a eu l'esprit plus ouvert et s'est aperçu que ça se passait ailleurs. Hein, et voilà, ça fonctionne comme ça. Mais en attendant, dans la pharmaco, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils ont des co-aventures, de la compétition entre les petits et les gros pour faire l'innovation, parce que les petits groupes fixent plus rapidement l'innovation, parce qu'ils sont plus multitâches que les grands groupes. Alors, c'est pas l'un, c'est pas l'autre, c'est que dans les petits groupes, vous aurez des innovations de rupture, dans les grands groupes, plutôt des innovations incrémentales, hein, donc d'amélioration, et le tout, c'est pas l'un ou c'est pas l'autre, c'est de savoir où vous êtes, et on voit bien que ceci ne peut pas se faire qu'au sein des seules structures, il faut jouer dans la diversité de vos entreprises pour cela. Alors les sources de l'innovation, de la diversité, bien sûr c'est les hommes et les femmes, hein. Les handicapés, j'en ai parlé, les âges de la vie, alors ça j'adore. D'ailleurs ça avait été un super spot qui avait été fait par la Fédération du bâtiment, peut-être la vôtre ou une autre, à propos de l'emploi des jeunes et des seniors. Moi j'aimerais bien tenir les abrutis qui ont dit que les quinquas ne peuvent pas innover. Il n'y en a pas là? Bien sûr que nos capacités faiblissent passer 50 ans, etc. Mais on n'est pas pressé. Et je peux vous dire que ma génération, elle n'est pas prête de lâcher le truc. Donc je donne un exemple. Il est stupide de croire que si on donne un boulot à des seniors, on n'en a pas aux juniors. C'est quoi cette vision malthusienne mal comprise? C'est complètement crétin. On sait que dans tous les pays, plus les quinquas travaillent, plus les juniors ont du boulot et vice-versa. C'est complètement stupide cette histoire-là. Alors j'ai un bon exemple, c'est le permis moto que j'ai vécu. Je suis en banlieue parisienne. Rentrer tard le soir par les transports en commun, pas facile. Donc, j'achète un scooter 125, je n'avais pas le permis moto. Et là, quand vous êtes à 125, avec un 125 cm3, coincé à 110 km/h entre les poids lourds qui descendent de l'île, votre espérance de vie darwinienne réduit rapidement. Donc, je passe le permis moto. Deux catégories, quelques femmes, les quadraquinquas et les jeunes hommes. Alors, qui a le code du premier coup? Je ne veux pas être désagréable. Les preuves de plateau, là c'est sportif, les jeunes ils partent, waouh, waouh. Les mecs ils y vont, ils font le temps, mais il y a un plot sur deux qui a dégagé. Nous les quadraquinquas, on y va, propre. On ne fait pas tomber un plot, en plus on a vraiment l'impression qu'on s'est défoncé. Et l'instructeur vous dit, c'est bien Pascal, mais tu divises ton temps par deux, et là comme les chimpanzés, oh. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes ils vont maîtriser leur fougue, les moins jeunes ils vont se bouger les fesses, et tout le monde a eu son permis du premier coup. Et donc je me rappelle d'une campagne il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans à propos de couvreurs. Il disait, il y avait un très beau commentaire, ah oui, entre un couvreur expérimenté qui a plus de 50 ans et un jeune, c'est vrai, le plus jeune, il va plus vite à l'échelle. Mais il va casser plus parce que, de tuiles, parce qu'il est moins expérimenté. Et le plus âgé, eh bien, il va prendre plus de temps. Mais au bout du jour, au bout de la journée, ils ont chacun rempli leur boulot. Il faut les mettre ensemble. Et chez Safran quand même, ça innove. Hein, je ne parle pas... boîte Safran. Hein. Et là, ils se sont dit, on arrête les conneries, quoi.
avec les limites d'âge, l'exclusion sur la différence. On met tout le monde ensemble. Donc ils ont mis la R&D avec les quinquas, les juniors, etc. Eh bien, tout le monde a appris à connaître dans la différence les compétences des autres, et tout le monde a appris à se connaître, tout le monde dans la même cantine, donc ce qui améliore pour tout le monde, et 20% de productivité. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation. Et ce qui est source d'innovation, évidemment, c'est comprendre l'environnement, toutes les problématiques de RSE. Je ne reviens pas là-dessus, c'était très bien dit hier. Alors, comment concevoir aujourd'hui notre adaptation dans ce monde qui change sur nos actions? Comment être lamarckien ou darwinien? C'est prolonger vos savoir-faire, il faut être lamarckien, et puis être ouvert aux autres possibilités. J'en parlais hier avec la domotique, par exemple. Nous, les singes, parce que les singes, ce n'est pas le singe des philosophes ou des théologiens. Les singes, c'est des mammifères qui ont une face courte, dominée par un gros cerveau. Vous allez dire, oh, les babouins. Ouais, mais les babouins ont réacquis un museau long parce qu'ils ont de grosses canines pour draguer les babounettes. Bon, les gars, n'allez pas chez vos tontons dentistes, ça ne marche pas chez nous. Hein. Je rappelle que la vraie raison pour laquelle François Mitterrand a été élu en 1981, c'est parce que son orthodontiste lui a raboté ses canines. Vous imaginez à la télé, votez pour moi, schling. Donc, non, c'est vrai en plus. Alors, donc, et les singes, donc gros cerveau, dominent une face courte, et puis surtout on a 5 doigts au bout des membres, avec des ongles, ce qui permet d'attraper les branches et les truelles. Donc voilà, ça vient des arbres, ça. Hein. Songez que tous vos métiers de maçon, là, s'il y en a ici, ça vient du monde des arbres, merci les singes. Et puis on est surtout plus singes par notre crâne, les yeux de part et d'autre de la racine du nez, nous voyons en couleur, nous voyons en relief, 32 dents, tous les singes ont 32 dents, quand ça va bien, et surtout, nous avons le milieu du visage dépourvu de poils. Nous avons une vraie face, et nous avons un vrai nez, et non pas une truffe, comme chez les mammifères. Et nous, les singes, nous nous reconnaissons par les traits du visage. On n'oublie jamais un visage. D'ailleurs, la différence avec les chiens est évidente. Quand 2 chiens se rencontrent et qu'ils ne se connaissent pas. J'ai rien dit là. Ils anticipent. Hein. Donc, les mecs, ils planquent tout, ils baissent la queue, ils protègent les parties génitales, etc. Ils se reconnaissent par derrière, et si ça va bien, ils négocient par devant. Nous, c'est exactement l'inverse. Donc, on se prépare. Bonjour Olivier, comment ça va? Vaut mieux avoir les codes, hein? Bon, voilà. Donc c'est ça les singes, et ça depuis 32 millions d'années. Donc nous sommes très intelligents. Nous, les hominoïdes, c'est-à-dire les grands singes qui ressemblent à l'homme, c'est-à-dire gorilles, chimpanzés, orang-outans et bonobos, bien sûr. Oh, d'ailleurs, en termes de comportement, on l'a vu, vous avez des atouts, c'était mignon. Je pense que là, c'est bien parti pour vous. Hein. Donc, en ce qui concerne nous, les hominoïdes, nous sommes 5 aujourd'hui. Mais il y a 20 millions d'années en Afrique, nous étions une centaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons évolué. Nous avons, depuis l'Afrique, dominé l'Europe et l'Asie. Donc, c'est la planète des singes au vrai sens du terme. Et, qu'est-ce qui se passe là? Nous partons d'une centaine d'espèces connues, fossiles. Nous sommes plus que 5. Et pendant ce temps sont arrivés les macaques, les babouins, les sarcocèbes et sarcopithèques. Donc nous sommes sur la planète des singes à queue, donc des petits singes. Et ce que je suis en train de vous raconter là, mesdames et messieurs, c'est la mondialisation. Car je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être comme les macaques, comme les babouins ou les chimpanzés ou d'autres espèces. Non, je suis en train de vous dire quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en œuvre pour réussir, pour s'adapter. Et bien là, c'est universel. Là, vous avez une photo de Cheetah, 3e tenant du rôle dans les films de Tarzan avec Johnny Weissmuller, et qui est mort, c'était un mâle, l'année dernière, à l'âge de 80 ans. Hollywood, ça conserve. Et à droite, c'est les babouins, donc les babouins madrias. Dès que vous entendez aux informations qu'une entreprise relocalise, c'est un véritable enjeu, ça. À chaque fois, vous avez le même critère qui intervient, que ce soit en France, ailleurs en Europe, aux États-Unis. La qualité. La qualité. Vous ne pouvez pas faire des produits ou des prestations de qualité en produisant à 10 000 km. Et ça, c'est la RSE. Parce qu'il y a 2 stratégies de reproduction, mesdames et messieurs. Les stratégies R, qui sont les rongeurs. Les rongeurs, les femelles mettent au monde des petits nombreux, très immatures, ce sont quasiment des embryons, qui croissent très vite et qui vont se reproduire rapidement. C'est l'exemple des lemmings. Vous savez, les lemmings, ces petits rongeurs près du cercle arctique. Et quand vous êtes près du cercle arctique, il n'y a que 2 saisons. Le jour-été et la nuit-hiver. Hein? Vivaldi aurait été islandais, on n'avait que 2 saisons.
Donc quand arrive le jour-été, vous avez une biomasse énorme de végétation. C'est pour ça que les oiseaux migrateurs vont là-haut. Ils ont à bouffer sans limite pendant 6 mois. Et là, dans ce cas, ça ne sert à rien d'investir dans la qualité. Vous reproduisez à tout berzingue. Faites l'investissement parental et vous occupez le terrain le plus rapidement possible. Et puis arrive la nuit-hiver, et là, ils ne se suicident pas, mais ils disparaissent. Les stratégies qualitatives sont des stratégies qui sont liées à des environnements qui varient de manière erratique, donc difficiles à contrôler, ou qui sont complètement nouvellement ouverts. Par contre, les stratégies K, c'est des stratégies hautement qualitatives. Et c'est chez nous, les hommes, les femmes et les grands singes, et les éléphants aussi, c'est un seul petit après une longue gestation, un seul petit tous les 4 ou 5 ans, mais là, un énorme investissement en termes de soins, d'éducation, d'empathie, de sympathie, de collaboration. Et bien, c'est exactement les stratégies qui sont en train de se mettre en place pour vous, si je peux me permettre. Vous me corrigerez si je suis à côté de la plaque. Quand on est dans une logique quantitative, après tout, on change les gens. Ça ne va pas, on licencie, ça va bien, on recrute. Ça, c'est valable quand vous êtes sur une stratégie R. Par contre, quand vous êtes sur une stratégie K, vous avez un énorme investissement sur vos collaborateurs, collaboratrices et sur la formation, parce que nous sommes des espèces qui peuvent se former tout au long de la vie. On apprend aussi à 50 ans, mais pas comme à 20 ans. Je vous rappelle le permis moto. L'éducation au long de la vie, ce n'est pas demander d'apprendre à 50 ans comme à 30 ans ou l'inverse. C'est ridicule. On apprend différemment 50 ans, 40 ans. Jouez là-dessus. Et c'est là que vous avez besoin, effectivement, de tous ces aspects de prévention. Parce qu'un fort investissement sur des collaborateurs, collaboratrices stratégiques, si vous le perdez, vous ne pouvez pas le remplacer comme ça. Si vous perdez de la compétence, vous perdez de l'investissement. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut savoir faire des choix. Et ce n'est pas du tout les mêmes implications. Et en termes de production, c'est exactement ça. Donc, stratégique, nous sommes capables d'apprendre tout au long des âges de la vie. Et c'est ça qui est en train de changer. C'est ça que nous sommes. Et les gens changent de métier. Et de plus en plus. Donc ce n'est plus aujourd'hui prendre un métier pour toute sa vie, c'est comment continuer à se former tout au long des âges de la vie. Et ça, on est capable de le faire, les chimpanzés le font. Je me demande d'ailleurs, c'est pas eux qui font la conférence aujourd'hui. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des enjeux considérables. Et tout ce qui a été délocalisable, c'était des stratégies R. Et dès que vous avez des stratégies hautement complexes qui impliquent l'habitat de haute qualité, des prestations qui les accompagnent. Tiens, je vous donne un exemple. Les 2 plus grandes boîtes françaises, enfin au monde, sur la distribution de matériel électrique, c'est Rexel et Sonepar. Et Sonepar me dit, Pascal, qu'est-ce qu'on fait? On est sur le marché brésilien, marché émergent, on est sur le marché européen, marché hyper structuré. Or, les stratégies K, c'est pour les marchés structurés, c'est les nôtres. Très compliqué, très haute compétitivité. Et là, je leur ai dit, vous êtes au Brésil, les gars, saturez le marché, stratégie R. Bouf. En Europe, c'est même pas la peine d'y aller, faites des stratégies K. C'est-à-dire les compteurs intelligents qui gèrent l'énergie, qui partagent, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc ce n'est pas K ou R, il faut que vous identifiez votre environnement. Et si vous tombez dans du R, dans un marché structuré, vous êtes mort. Et ça, c'est l'immobilier espagnol. Les Espagnols ont bétonné comme des malades sur des stratégies R, et vous savez dans quel état est leur immobilier. Donc je veux bien que le Grenelle de l'environnement, c'est un peu embêtant, mais c'est des sources d'innovation. C'est le habitat de haute qualité, c'est des prestations, tenir compte de ce qu'on a dit, les handicapés, les âges de la vie, etc. Ben ça, c'est des stratégies K. Et la seule façon de s'en sortir, et les stratégies K, ça veut dire la formation tout au long de la vie, etc. etc. Donc voilà, vous voyez, ce n'est pas nouveau, sauf qu'on l'a vu chez les grands sages. Alors là aussi, pour bien collaborer, il faut bien distinguer entre structure et organisation. Par raison historique, surtout en France, mais c'est pareil dans tous les grands pays, nous avons tendance à privilégier la structure, c'est-à-dire l'organigramme, la structure de l'entreprise, et de mettre les meilleurs individus dans les postes qui sont là. Alors que l'organisation, c'est différent. C'est comment, avec les mêmes individus, vous allez essayer de faire émerger quelque chose de nouveau, comme ça a été dit hier, de faire émerger de la collaboration et de nouvelles idées. Ce qu'on appelle, ça n'a pas été dit hier, les bricolages de l'évolution. J'y viens. Alors voilà 3 harems. Alors quand je dis harem, tous les gars qui sont là, ils s'y voient un mâle et plusieurs femelles. Ouais, ça c'est un harem polygyne. Et il y a aussi des harems polyandres, une femelle et plusieurs mâles. Et là, le sourire a changé de visage. Bon, je peux vous dire, les gars, c'est l'enfer. Déjà, c'est pas facile. On a fait des tests, les mecs, ils sont bourrés de testostérone, d'ulcères, enfin, ils n'en peuvent plus, quoi. Contrôler la sexualité de plusieurs femelles, c'est l'enfer. Ils se marrent pas, les mecs, là. Hein, donc... Alors, vous avez 3 harems polygynes, là. Un mâle et plusieurs femelles. Chez les gorilles, en bas à gauche, c'est les femelles qui décident de se mettre sous la protection d'un grand mâle. Et ça pas contente, elle change de harem. Donc, mesdames, si vous voulez être incarnées, gorille. Sauf que la libido n'est pas géniale,
n'en déplaise à M. Brassens, hein, un gorille en érection, c'est 7 cm. Bon, sans se vanter, les gars. Alors, mais c'est vrai, le gorille, il est adorable. Hein. Puis la femelle vient le voir, et c'est aujourd'hui. Ah bon, c'est aujourd'hui. Vous voyez, les libido, alors on peut l'envoyer des Viagra au gars, hein, il y a du boulot. Hein. Donc, là, en bas à droite, c'est les babouins madrias. C'est le cauchemar des féministes américaines. Ils kidnappent les femelles petites et ils cognent. C'est pas les gentils. Donc là, les femelles, c'est pas génial. Et en haut à gauche, ils sont voisins, c'est les babouins gelada, où là, les femelles sont cousines, frangines, sœurs et mères. Et là, le mâle ne rigole pas du tout. Donc, même structure, mais organisation différente. Et vous allez voir ce que ça implique en termes d'innovation, de collaboration. Donc, je ne vous embête pas avec les chimpanzés, ils sont comme nous à bien des égards, ils chassent, etc. Je vais y revenir. Donc, on avance, et vous allez voir, dans la manière dont s'exprime l'organisation, c'est-à-dire les relations entre les individus, vous faites émerger l'innovation ou pas. Là, vous avez en haut à droite des macaques de l'île de Koshima, au Japon, et là, on leur donne des patates douces, parce que les Japonais aiment les singes, c'est pas comme nous. Et là, vous êtes dominant, vous êtes le mâle dominant, vous asseyez, personne ne pique vos patates douces. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit que vous êtes dominant. Vous êtes dominé, il faut saisir sa chance. Donc hop, Imo, c'est son nom, c'est une femelle, elle attrape une patate douce, mais il y a du sable. Donc elle a l'idée de nettoyer dans l'eau, et ensuite dans l'eau de mer, ce qui donne un goût salé. Pareillement, on leur donne des grains de blé, vous êtes dominant, prenez les grains de blé, personne ne vous embête, mais elle saisit une poignée, et il y a du sable, donc elle a l'idée de décanter. Aujourd'hui, tout le monde fait ça sur l'île de Koshima, tous les macaques. Donc il y a eu innovation, transmission, diffusion, ça s'appelle une culture. Diffusion des savoir-faire. Sauf que voilà, ça va prendre 5 générations. Pour quelle raison ? Parce que chez les macaques, il y a une expression de la hiérarchie top-bottom extrêmement sévère. Celui du dessus, par son statut social, méprise celui du dessous, donc néglige ses compétences, et de fait, ça passera par les enfants. Vous allez me dire, on s'en fout, c'est des macaques. Ben regardez sous ce regard-là le film Le jour le plus long. Comment l'armée la plus puissante, qui est l'armée allemande, va perdre la guerre parce qu'ils ont un mode de commandement de type macaque face aux Américains qui vont plus vite. Les Allemands ont perdu la guerre parce qu'ils ont eu une chaîne de transmission de l'information qui était trop hiérarchique et beaucoup trop lente. Donc ça a des implications énormes. Les singes capucins, on laisse tomber, on va les voir dans un instant. Et les chimpanzés, par contre, eux, ils sont capables de passer. Il y a une hiérarchie, donc ce n'est pas la contestation de la hiérarchie, c'est l'expression de la hiérarchie, ce qui n'est pas la même chose. Et chez les chimpanzés, par exemple, ils viennent de manger, donc ils n'ont plus faim, ils voient passer des singes colobes. Ils disent, tiens, voilà le dessert. Et aller chercher un singe colobe pour le dessert, c'est autre chose que d'aller chercher un Maminova dans le frigo. Et donc là, ils savent très bien qu'il y en a un qui est meilleur que les autres. Il y en a un qui va être le leader sur mode projet de la chasse. Même les dominants se mettront sous sa direction. Donc, lui, aidé par les autres, va attraper une proie, et là, il devient la puissance invitante. Et ils vont partager. Tous ceux qui ont participé auront leur part. Même les dominants demanderont, ils auront leur part. Si une femelle a participé, elle aura sa part. Si elle n'a pas participé et qu'elle n'est pas attractive, casse-toi. Si elle n'a pas participé et qu'elle est attractive, qu'est-ce que tu veux ? Ce sont des bêtes, hein. Non. Donc, mais ça, c'est quand ça marche bien. Notamment les chimpanzés qui font l'objet, allez le voir, de ce superbe film Chimpanzés de Walt Disney, qui était sur les écrans il y a peu. Et dans un autre groupe de chimpanzés, par contre, ils ne sont pas réglo. Celui qui se fait aider par les autres, des fois se tire, il garde la proie pour lui. Ou alors il s'est fait chipper par un dominant. On peut dire, on s'en fout, c'est des chimpanzés. Ouais, mais l'environnement change. Et le groupe dans lequel l'éthique du partage, de la reconnaissance est installée, ce groupe aujourd'hui survit, l'autre est en train de disparaître. Donc sur le papier, vous avez les mêmes individus, les mêmes chimpanzés, vous avez les mêmes activités. Mais la manière de reconnaître les compétences des uns des autres ou non fait que l'un groupe survit, l'autre pas. Et donc, je ne l'ai pas là. Justement, un exemple qu'on a fait aussi chez les capucins, qui sont là à gauche. Vous prenez 2 singes capucins, côte à côte, ils font une tâche. Ils sont très doués, on les récompense avec des concombres. C'est un bon salaire, ils aiment bien les concombres. Ils continuent à faire leur job, et il y en a un des deux, vous augmentez son salaire en lui donnant des raisins. Les singes capucins d'un côté, ils se disent, un instant là, j'ai beau être un singe capucin, je fais le même job que l'autre là, et je ne suis pas augmenté, mais il se met en grève. Wow, là on sent que les patrons, ça les refroidit. Hein. Ben voilà, nous sommes très attentifs à la reconnaissance des autres. Donc aujourd'hui,
c'est un vrai problème dans nos sociétés qui doit changer, et l'éducation nationale, je peux vous le dire. Est-il normal, par exemple, qu'au nom du principe d'égalité et d'universalité, nous ayons un professeur du lycée Henri IV qui soit mieux payé qu'un professeur de Seine-Saint-Denis, au nom du principe d'égalité? Ben là, le principe d'égalité devient contre l'éthique. Dans une économie de l'innovation, dans laquelle on demande de la RSE, on demande à tout le monde d'apporter de nouvelles compétences, etc., il va falloir une véritable clarification dans la manière de la reconnaissance de nos collaborateurs, collaboratrices, que tout le monde soit au courant et que ceci fasse l'objet d'une éthique. L'enjeu, ce n'est pas la morale, c'est l'éthique. Et la RSE, ce n'est pas faire de la RSE parce qu'il faut faire de la RSE, ça c'est de la morale. Par contre, si ça devient un enjeu d'éthique, c'est-à-dire où les hommes et les femmes s'engagent dans leurs compétences dans un projet commun, là, effectivement, la RSE, ça vous donnera des résultats. Donc, la morale, c'est fais ce que je te dis sans t'expliquer, et avec un principe d'égalité qui nivelle nos compétences et nos contributions dans la diversité darwinienne. Par contre, la notion d'équité, elle, et d'éthique, nous permet d'avancer ensemble dans la diversité de nos compétences et la reconnaissance des récompenses des uns, des unes et des autres. Là, c'est un exemple qui est peut-être moins pour vous, mais dans les technologies, vous savez qu'il est absolument impossible aujourd'hui de battre un ordinateur aux échecs. Depuis Deep Blue, depuis 1985. Impossible. Mais on peut quand même battre la machine. Aucun grand maître ne peut battre la machine. Mais vous mettez 4 très bons joueurs d'échecs, avec 4 ordinateurs comme ceux qui sont là, et qui travaillent par essai-erreur, par collaboration, eh bien, vous savez quoi? On peut battre la machine. Donc, comme j'aime à dire dans un laboratoire, vaut mieux plusieurs petites têtes qui collaborent qu'une grosse tête qui embête les autres. Et c'est les modèles qui sont en train de changer. Et mettre de la diversité. Ils l'ont fait au CEA. Arrêtons de prendre que des polytechniciens. Ils sont très excellents, ces personnes-là, ce n'est pas le propos. Mais que des polytechniciens, ce n'est pas de la variation. Que des normaliens, ce n'est pas que de la variation. Etc. C'est pas. Il faut mettre de la diversité. Et quand vous mettez de la diversité, je peux vous dire que là, en productivité, ça va très vite, mais ça veut dire abandonner nos idées de statut stupides et accepter les autres dans la diversité des compétences. Et puis, il faut savoir changer une équipe qui gagne. Le problème, c'est qu'en France, on ne change pas une équipe qui perd comme au foot. Bon, ils ont gagné hier, il paraît, donc ça, c'est un événement. Nous, on a tendance à ne pas changer une équipe qui perd. Il faut changer une équipe qui gagne. Mais quand je dis changer une équipe qui gagne, ce n'est pas virer des gens et les reprendre. C'est réorganiser différemment, remobiliser la diversité des compétences. Et c'est pour ça que le handball est aussi bon, sauf que là, récemment, mais le handball, il changeait de nom. Et je travaille avec des sexologues, enfin en sexologie. J'ai un copain qui est un spécialiste des questions de couple. Il reçoit un couple où ça va un petit peu moins bien. Et la première question, c'est depuis quand avez-vous changé de couple? Avez-vous changé de couple, pardon? C'est pas aller chercher si on a un amant ou une maîtresse. C'est depuis quand vous avez redéfini votre projet de couple, votre affection, votre vie, etc. Donc changer, ce n'est pas que changer les individus, c'est mettre dans l'organisation la capacité d'exprimer des variations, des compétences qu'on n'avait pas mises ensemble. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur les mécanismes. Alors là aussi, la diversité, il faut arrêter avec les bêtises, notamment le racisme. En plus de ça, chez vous, vous êtes habitués à travailler avec des compétences multiples et des gens issus de différentes origines culturelles et ethniques. Mais il est vrai qu'on a conservé une vision à laquelle ma discipline a participé, que les Blancs sont supérieurs aux autres. Faut arrêter ce genre de bêtises. Moi, je termine ce passage-là par Crocodile Dundee, film hautement intellectuel, où l'héroïne blonde rencontre le héros blond, supérieur, et un aborigène arrive, noir. Et l'héroïne blonde demande à son copain blond, est-ce que je peux le prendre en photo? Tu sais, il connaît, d'accord, je peux le prendre en photo? Ouais, vas-y. Elle le vise, l'aborigène lui dit, non, tu peux pas. Ok? Elle le vise, l'aborigène rigole et dit, non, tu peux pas. T'as peur que je vole ton âme? Non, 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 non. Il y a le cache sur ton icône. Dès que vous considérez l'autre inférieur, vous êtes mort en termes d'innovation. Darwin disait, ne dites jamais supérieur ou inférieur. Dès que vous commencez à hiérarchiser la différence, vous arrêterez d'innover. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Donc arrêtons avec cela, parce que, c'est pour ça qu'on dit encore, les pays émergents, eh oh, ils ont émergé. Et dans le rapport gallois, ça m'a un peu scié, ils ont mis la Corée du Sud comme pays en voie de développement. Dans vos poches, vous avez que du coréen, les gars. Donc, et les filles. Donc arrêtons ces bêtises. Alors les femmes, ça c'est le pire. La femme qui n'a jamais évolué. Voilà la conception de l'évolution. Les gars, on ne va pas s'en sortir en se passant de la moitié de l'intelligence du monde. Il va falloir qu'on arrête. Voilà l'évolution en train de se faire. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal.
Et évidemment, on sait qu'en France, on tient pas mal, parce qu'au bout du bout, mesdames et messieurs, au bout du bout, il y a bien sûr vos entreprises, vos succès, vos réussites économiques, dans le cadre de la société, de ses enjeux, on en a parlé dans les tables rondes. Mais au bout du bout, c'est la reproduction qui sanctionne la réussite d'une société. En Allemagne, parce que la société fustige les femmes qui ont des enfants et qui travaillent, eh ben les femmes, entre une carrière et faire des gosses, on fait une carrière. Et la prochain quart de finale au foot qui était avant Allemagne-Turquie, ça va être Turquie-Turquie dans 20 ans. L'Allemagne est en train de disparaître parce qu'il n'y a pas un comportement de la société dans les entreprises qui valorise, notamment la société, mais les entreprises, les femmes. Poutine, là, le petit nerveux, qui veut avoir une grande Russie, ben les femmes font plus de gosses parce qu'elles en ont marre d'avoir des mecs bourrés la vodka qui leur tapent dessus. Et comme me dit une copine russe, magnifique comme il se doit, elle me dit, tu sais Pascal, ce qui s'exporte de Russie, c'est les matières premières et les femmes. Je lui dis, on prend les deux. Et voilà, en Italie, pareil, elles en ont marre d'avoir de gros bébés à la maison. Réponse des politiciens, oh, les femmes ont un congé de 3 ans de maternité. Les femmes savent très bien que 3 ans de maternité, c'est foutu pour la carrière. Non, il y a une solution, et vous l'avez trouvée, ça s'appelle les crèches d'entreprise. N'allez pas me dire que ça ne nous concerne pas. Si, parce que quand vous aurez à recruter en Allemagne, partout à l'étranger, vous serez mal. Et ils ont déjà ce problème en Allemagne. Alors récemment, il y avait un reportage, ils recrutent des ingénieurs espagnols, parce qu'ils ne trouvent pas de job, ces jeunes. Alors on demande au directeur de la boîte allemande, c'est pas compliqué de faire travailler les Allemands et les Espagnols ensemble? Il dit non, les Allemands travaillent le matin, les Espagnols le soir, c'est parfait. Ben, c'est intelligent. C'est jouer sur les diversités, bien évidemment. Donc attention. Il y a une corrélation directe, mesdames et messieurs, et surtout messieurs, entre la place des femmes dans la société et les entreprises et le succès d'une société. C'est directement corrélé. Je ne dis pas ça pour être agréable aux femmes. Vous voyez mes copines, ce n'est pas des temps d'antenne de compétition, mais c'est quand même plutôt sympa. Donc il faut terminer parce qu'effectivement, le temps tourne. Mais imaginez que nous soyons il y a 40 000 ans ici. Dans cette salle, il y aurait eu, nous, les Homo sapiens, hommes de Cro-Magnon, donc, hommes et femmes, et il y aurait aussi donc des hommes et des femmes de Néandertal, tout aussi intelligents que nous. Les hommes de Flores, qu'on aurait au premier rang, ils sont tout petits. Des hommes de Denisova, qu'on vient de découvrir, que par l'ADN d'ailleurs. Donc, imaginez une Terre sur l'Europe, l'Asie et l'Afrique avec 3 ou 4 espèces d'hommes. Ça veut dire qu'ils sont tout aussi humains que nous, mais on ne peut pas se reproduire avec eux. Ça veut pas dire qu'on n'a pas essayé. Parce que tous les noms africains dans cette salle ont 2 à 4% d'ADN de Néandertal. Certains sont à 15%, Sébastien Chabal, par exemple. Bon. Et là, c'est un peu facile, je vous l'accorde. Alors, c'est quoi une espèce? C'est l'ensemble des individus qui peuvent se reproduire entre eux. Et vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce d'homme, parce que tout homme peut se reproduire avec toute femme, ce qui a été largement démontré par les marins, les militaires et les missionnaires. Et aujourd'hui, par le tourisme. Bien. Et aujourd'hui, il ne reste que nous. Alors, si vous êtes un darwinien obtus, et Darwin n'est pas comme ça, vous dites « Hey, c'est la loi du plus fort, on a été quand même vachement bon, et en fait, on vous dira toujours « Ah, on a eu du succès parce que nous avions de meilleures techniques. » Alors là, pas du tout. C'est pas l'outil qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'outil, je vous le rappelle. Un maçon, c'est pas un truelliste. Donc, en fait, nous aurions été là, il y a 40 000 ans, personne n'aurait pu dire qui de Néandertal au Cro-Magnon allait, après 10 000 ans d'ailleurs de vie commune, survivre. Personne. A posteriori, on sait. Donc à l'époque de la grotte Chauvet, il y avait Néandertal et Cro-Magnon. En fait, Néandertal, c'est le vrai européen, ça fait 400 000 ans qu'ils sont en Europe dans les âges glaciaires. Ils sont mieux adaptés à l'environnement, aux âges glaciaires, etc. Nous venons tous d'Afrique. Comment on a fait? Eh bien, c'est parce que nous avions inventé de nouvelles façons d'innover et de partager les innovations. Et les sources d'innovation, ce n'est pas qu'améliorer les techniques déjà existantes, ce qui est nécessaire, condition nécessaire, mais pas suffisante. Les sources d'innovation, c'est l'esthétique, c'est tenir compte de l'environnement, le vieillissement, la sociologie des couples, etc. Et puis, effectivement, Steve Jobs, quand il fait ce machin-là, c'est avant tout une approche esthétique. Et c'est ça la différence, mesdames et messieurs, et ça, je m'échine à l'expliquer dans le monde économique et social. On vous dit changer le marché ou accompagner le changement ou la conduite du changement. Ce n'est pas la même chose.
accompagner le changement, c'est la marque 1, il faut le faire, c'est-à-dire essayer de prendre des parts de marché dans des secteurs qui existent déjà, qui sont les vôtres. Donc, on s'améliore, c'est l'incrémental. Et conduire le changement, c'est ouvrir de nouveaux marchés. Et c'est ce qu'a fait Steve Jobs. Donc il se trouve qu'en Europe continentale, nous, on est très bons pour accompagner le marché. Les Américains, en moyenne, sont nettement meilleurs pour proposer de nouveaux marchés. Une fois de plus, ce n'est pas l'un ou c'est l'autre, c'est comment vous pouvez jouer de l'un ou de l'autre. Et les sources d'innovation aujourd'hui, les techniques sont tellement avancées, eh bien, vont passer par l'esthétique, par l'émotion, il faut des designers, etc., etc. Donc, ça, je ne vais pas vous embêter avec. Donc, nous sortons d'Afrique il y a 50 000 ans. Nous rencontrons Néandertal, Denisova, Flores et compagnie, et petit à petit, les autres vont disparaître. Et puis, on va faire autre chose, qui n'a jamais été fait par aucune autre espèce, depuis 4 milliards d'années. Nous allons aller en Australie. Nous allons aller en Océanie, on n'en parle jamais, et en Amérique. Et en Amérique, ils ne sont pas passés à pied. Parce que quand le niveau des mers est bas, vous traversez le Bering, mais vous avez la muraille de glace. Donc, ils sont passés en bateau. Ça fait 100 000 ans qu'on navigue. Une fois de plus, on va dire, ah, bien sûr, ils y sont allés parce qu'ils savaient naviguer. Non! On ne va pas comme ça au-delà de l'horizon. L'Australie, c'est 80 km de mer minima. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes sont allés en Australie? Alors, ce n'est pas comme dans l'Odyssée de l'espèce, ce truc qui ramasse des clichés. Hein, c'est que le cliché du marin breton, il n'y a que les hommes qui partent et les femmes sont sur la plage. Et les mecs, ils se sont reproduits avec les femelles kangourous. Non, mais oui, c'est délire. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on emmène des hommes et des femmes et des enfants par-delà l'horizon vers l'inconnu absolu? Eh bien, c'est qu'on partage une vision commune. On partage un ensemble de valeurs, un ensemble de projets dans lesquels nous allons mobiliser nos savoir-faire et nos techniques et aussi en inventer d'autres. Eh bien, moi, c'est ce que j'appelle l'entreprise. L'entreprise, je crois que c'est les enjeux d'aujourd'hui. D'ailleurs, les sondages le montrent. C'est que nous sortons d'un modèle qui était fondé, notamment le paritarisme français, sur les grandes entreprises et qui était nécessaire et qui fonctionne encore, mais qui ne suffit plus, une fois de plus, qui doit donc se déployer, s'adapter différemment. Et ce que j'appelle l'entreprise, c'est quels sont les facteurs anthropologiques, culturels, et ça c'est mon job, qui font que nous sommes capables d'innover ou de ne pas innover. Quels sont, avec tous les atouts que nous avons des atouts extraordinaires dans ce pays, ce qui fait que nous ne bougeons ou nous ne bougeons pas. Et bien ça, évidemment, ça s'appelle positiver. Positiver, ce n'est pas une vision naïve, de toute façon l'avenir sera beau. Non. Positiver, c'est comprendre que de toute façon le monde dans lequel on est va changer, qu'on ne maîtrise pas tous les facteurs. Et la clé pour positiver, et ça c'est un article qui va sortir, que je viens d'écrire, qui s'intitule « Anticiper l'avenir ». Anticiper l'avenir, ce n'est pas le prédire, mesdames et messieurs. Ce n'est pas le prédire. Anticiper l'avenir, c'est vous donner les moyens de toujours être capable de vous adapter face à des changements que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc aujourd'hui, c'est le temps des entrepreneurs, ce n'est plus le temps des managers. Et à partir de là, donc, positiver, c'est pas se dire ça va pas être facile, c'est pas se dire ça va être beau, c'est de se dire mobilisons nos compétences et sachons travailler ensemble. Un syndicat ou une association comme le vôtre, c'est pas défendre que ses propres intérêts d'entreprise, c'est de proposer des compétitions. Les Italiens le font très bien, vous voyez, c'est pas une culture du Sud. Les Italiens, tiens, un jour, un copain me dit, tiens, j'étais dans un salon dans les Émirats arabes, une entreprise italienne prenait les commandes pour sa concurrente. Ça vous épate, ça? Ben, c'est pas bête, l'autre, parce que l'autre, il sait très bien qu'il aura une partie du marché. Et les vampires font ça, vous savez, ceux qui prennent du sang. Parce que quand vous avez un métabolisme sur le sang, il faut bouffer tous les jours. Donc les vampires partent, il y en a qui ont trouvé du sang, d'autres pas. Ben, ils partagent. Et ça s'appelle de l'altruisme intéressé. Parce que l'autre, il dit en main, peut-être que je ne vais pas avoir du sang. Donc le groupe survit parce qu'ils sont capables de partager une partie de leur marché, de leurs compétences. La pire nouvelle pour vous, c'est quand votre concurrent disparaît. Sachons faire de la compétition, sachons faire de la coévolution dans la reconnaissance des différences et de l'éthique et de la reconnaissance. Et dans l'évolution, ça fonctionne, c'est pas que la sélection, il y a de la sélection, mais c'est aussi de la coopération, c'est aussi de l'entraide. Et c'est changer nos compétences. Voilà. Donc, diversité, solidarité, empathie, partage, culture, et avoir une bonne vision, c'est-à-dire, non pas un microscope, pas un macroscope, mais un very good scope. Voilà. Merci. Attendez.